Alors, ok. Donc, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui 3 grands matte painters qui, chacun à leur manière, ont vécu des choses assez différentes, comme vous allez le voir. Et en même temps, ce qui va nous intéresser dans la table ronde, c'est voir comment, en 40 ans, parce qu'ils ont plus de 40 ans même, le matte painting s'est développé en France, avec quelles spécificités, comment on en est arrivé là aujourd'hui, et là, c'est quoi, où est-ce qu'on va ensuite avec ce travail incroyable. Donc, moi, je suis ravie d'accueillir alors d'abord Jean-Marie Vivès ici, qui a commencé eh bien, au début des années 80. On va revenir un petit peu sur ce parcours. Ensuite, dans l'ordre chronologique on va dire d'ancienneté, dans le matte painting, tout au bout, Christophe Courgeot, donc plus connu sous le nom de Tchouk, Micros et aujourd'hui MPC, qui a commencé plutôt un tout petit peu après Jean-Marie, mais on va revenir aussi un petit peu sur le début du parcours, parce que c'est parfois des hasards aussi, et qui ont fait ces parcours. Et puis Noémie Covin, aujourd'hui chef, j'ai oublié de préciser que tu étais chef du DMP et de l'environnement chez MPC aujourd'hui, et Head of Environnement DMP aussi chez The Yard, et qui, elle, a un parcours un peu différent, puisque tu as suivi déjà une formation très structurée dans les années 2010. Donc on a vraiment à vous 3 un magnifique panel, et en particulier pour ceux qui sont dans la salle, ça vous permettra de mettre un visage sur les artistes qui ont contribué en partie à l'exposition incroyable que j'espère vous avez déjà vu à côté, donc le cinéma en trompe-l'œil, c'est la côté publicité, le cas échéant. Alors Jean-Marie, tout a commencé par un Cinefex, un moment où, en fait, au début des années 80, et en particulier un projet un petit peu atypique, dont on va peut-être parler rapidement, parce qu'il est finalement assez étonnant, comme vous le voyez ici. Alors, je ne sais pas si il est très connu, ce projet. Donc, La vie est un roman d'Alain Resnais. À cette époque-là, le matte painting, tu ne sais pas trop ce que c'est. En France, c'est un moment où il n'y en a plus beaucoup. Donc, comment tu t'es retrouvé sur cette aventure et à remettre finalement du glass painting au goût du jour? Simplement... Ça va? Ouais. Simplement, après moi, je sors des métiers d'art. Je ne suis pas du tout quelqu'un dans le cinéma. Et je travaillais avec une société qui commençait à faire des effets spéciaux en France. Et à un moment donné, on voit M. Alain Resnais arriver. Et il me montre un article, où d'ailleurs il y avait Mike Pangrazio qui était en train de peindre le hall avec les vaisseaux de Star Wars, et il dit, est-ce qu'il y a des gens qui savent faire ça en France? On a dit, non, parce qu'il n'y a plus rien. Il y a une certaine nouvelle vague qui avait déjà dératisé tout ce qui était dans les studios, donc ça n'existait plus, il n'y avait plus rien à faire. On était... Et moi, je découvre ça, et j'ai dit, waouh! Et puis, comme en tant qu'illustrateur, je galérais en France, parce qu'en France, à cette époque-là, je ne sais pas si ça s'est un peu arrangé maintenant, mais la France n'a jamais été un pays d'image. En France, il faut savoir écrire, il faut savoir penser. Sinon, les dessinateurs de Mickey, c'est pas ça. Et donc, j'ai dit, on va essayer. Et donc, on a fait un premier test pour Alain Resnais, et il a dit, bon, cool, on y va. Alors, donc, mais lui, ce qu'il voulait, c'était pas du tout... Donc, on a fait du glass painting, on peint sur le verre et on filme en même temps. Mais lui, il voulait surtout pas que ça s'intègre. Il voulait surtout pas qu'il y ait un raccord entre l'image peinte et le décor. Il y en a un, d'ailleurs, qui est vraiment très raccord, celui avec des colonnades, et il disait, c'était pas ça, tout ça. Il voulait simplement une image, c'était symbolique pour lui, donc il voulait une image plaquée. Et une fois que c'est fait ce film-là, j'ai dit, pourquoi pas, parce que je vais continuer. Et c'est là que j'ai commencé à développer avec l'équipe d'autres matte painting. Donc j'ai commencé d'abord par faire du glass painting en studio. Et puis après, j'ai dit, c'est pas possible, il faut d'abord, Cinefex était là pour me... Donc, en plus, je regardais sur quand il peignait, il y avait la vitre, puis je voyais à côté, il y avait les palettes, les pinceaux, un peu comme il y a ce qui est reconstitué là. Et j'avais j'avais des problèmes pour peindre sur le verre. Et à un moment donné, je vois une bombe, alors je ne vais pas mettre la Mac, mais j'ai dit,
J'ai dit, tiens, ça c'est étonnant, ça doit être là, un truc pour faire l'après. Et c'était un prêt pour les bagnoles, et qui existait en blanc et en noir. Et j'ai commencé à faire ça, c'est comme ça que j'ai pu peindre sur le verre. Et c'est là que j'ai commencé à faire du matte painting, vrai, mais moi je voulais faire de l'image latente que j'ai jamais pu faire. Je ne vais pas expliquer, ça devient trop compliqué, mais moi je faisais en sélection trichrome, donc on prend un négatif, on le sépare en 3 bleu, vert, rouge, comme Photoshop. Et après, il faut le recomposer avec ces bandes noir et blanc, il faut recomposer de la couleur. Et là, je me suis arraché les cheveux pendant 20 ans. Et là, en fait, quand tu as fait ce premier projet, c'est vraiment exactement tout ce qu'il ne faut pas faire en matte painting, parce qu'on voit que... Parce que non, c'est une autre chose. Non, c'est pas ce qu'il ne faut pas faire, c'est autre chose. C'est... Alain Resnais, c'est pas Georges Lucas. Donc, lui, il voulait un côté très symbolique. Je pense qu'il voulait un truc très symbolique, très... Et on a réussi, parce qu'il était content à la fin de son... Enfin, j'espère. Il était content. Et donc, au final, tu as appris sur le tas en faisant de plus en plus de peintures. Ah ben voilà, il a fallu que je débroussaille, que je me... Alors, l'avantage que j'avais, c'est que, avec mes films, c'était la société avec laquelle je travaillais, Yves Tully et Michel étaient des professeurs à l'école Louis Lumière. Donc, je n'ai pas arrêté de les embêter. Je veux dire, ça en Sensito, comment ça se met comme là, pourquoi il y a ces couleurs voilà. Donc, ça a été mes professeurs particuliers. Voilà. Et c'est pareil, au début des années 90, quand tu te dis, tiens, il y a des ordinateurs qui arrivent, je vais me lancer dedans, alors que finalement, assez peu de personnes y croyaient. Comment tu inventes quelque chose autour des visiteurs et puis évidemment... C'est aux visiteurs. Moi, j'ai attaqué les... Comment dire il se trouve que ce que je travaillais en peinture sur verre, moi, je ne voyais plus mes enfants. Je ne les ai pas vus grandir, j'étais tout le temps dans les studios. Je disais, j'en ai marre, c'est pas possible. Et je rencontre quelqu'un qui était en Palais de Cantel, chez je ne sais plus quel studio, et il me montre des montages d'hectares. Et je dis, waouh, ça, c'est un truc qu'il va falloir. Donc j'ai cherché, j'avais un ami qui était ingénieur en télécom, il dit, est-ce qu'on peut trouver sur la place de Paris parce qu'une Palais de Cantel, à l'époque, c'était plus de 600 000, presque 1 million, pour un truc qui est moins fort qu'un iPhone maintenant, hein, faut pas se leurrer. Et on cherche, et je vois, il m'a dit, en plus, moi, il me faut une palette, il faut que je puisse peindre. Voilà. Et je découvre un système qui s'appelait Apple, et je vois un Mac 2FX, donc 16 mégas de RAM, 40 MHz de vitesse d'horloge et un disque dur de 400. Et avec ça, j'ai fait les visiteurs. Et à partir de là, tu es vraiment passé du jour au lendemain au numérique. Exactement. L'avantage, alors, quand il fallait que je tourne un peu l'image, je pouvais aller me prendre un café, c'est toi que ça revenait. Mais l'avantage, c'est que je commençais à parler avec la même matière que le film. Et là, ça a tout changé. Et alors sur La Cité des enfants perdus, en 1995, c'est un gros projet aussi, parce que finalement, il y a beaucoup d'environnements, il y a beaucoup de choses à faire. Puis par exemple ici... C'est la grande rencontre avec Jean-Pierre, parce que ça a été, comment dire, je ne sais pas, c'est un projet, je l'appelais. Puis Jean-Pierre était quelqu'un très, très, très dur, hein, c'est quelqu'un qui est... Mais quand on gagne sa confiance... On peut faire n'importe quoi. Ouais, il nous laisse libre. Et donc, je lui ai proposé les images. Et il m'a dit, ouais, ça c'est bien. Et puis voilà, on pouvait continuer. Donc, ça a été... Tu avais aussi toute une base de documents qui t'aidaient à créer les environnements et ce genre de choses. Exactement. Il a fallu... J'ai eu beaucoup de problèmes à rentrer dans ce que voulait dans la tête de Jean-Pierre quand je voyais ces docs, ces trucs c'est en Angleterre, hein, les documents que tu montres là. Et il y a un mat où on voit, tu l'as fait passer, je crois. Non, ça avance. Voilà, non, okay. Il n'est pas là. si, celui-là. Bon, ça, c'est pas grave. Et il y en a un qui a dit, voilà, ça, c'est ça que je veux. Et là, tout s'est libéré. Voilà, j'ai été plus libre de faire ce que je veux.
et plus décontracté en tout cas dans la tête. Il m'a dit ça y est, j'ai compris. Alors, là, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est toujours pas celui-là. C'est là où il se fait jeter des pierres avec le quai. Vraiment, c'est pas grave. Donc, Tchouk, toi, tu as commencé par les maquettes, en l'occurrence, faire des miniatures. Et comment, petit à petit, tu t'es tourné vers la peinture directement numérique, en l'occurrence, dans ton cas? Comment ça s'est passé, ton début de carrière? Parce que c'est pareil, le matte painting, c'est pas très connu dans un premier temps. Moi, j'ai commencé dans le même studio que Jean-Marie. Lui, il était en peinture et moi, j'étais en maquette. Et ça a duré, j'ai fait un petit peu de tout, de l'accessoiriste effets spéciaux, j'ai fait des trucs de pub où quand vous avez la gazinière dégueulasse et qu'on passe un coup d'éponge et que c'est tout propre, c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, la gazinière, elle est propre et c'est juste du jus de viande qu'on met, qu'on fait sécher et que, effectivement, ça, avec un peu de liquide vaisselle, ça part tout seul. Et puis j'ai fait ça quelques années jusqu'à ce que je tombe sur un ordinateur. Cette fois-ci, c'était aussi un Mac. Mac, c'est ce qui existait à l'époque pour pouvoir faire du graphisme. On pouvait rentrer des images, on pouvait avoir une palette graphique, et donc j'ai pu, et c'était des choses très chères, c'était de l'ordre de... Pour pouvoir faire ça, c'était l'équivalent de 15-20 000 euros pour avoir juste une bécane de base sans pouvoir sortir des images, etc. Et j'ai pu bénéficier de pouvoir approcher cette machine-là. J'ai bossé jour et nuit à apprendre tout seul avec Photoshop 2, qui n'avait pas de calque. Donc il fallait travailler en couche, en découpe, etc. Quand on foirait le truc, il fallait tout recommencer. Et puis Photoshop 3 est arrivé, et il y a eu les calques, et ça a été un bonheur. Et surtout, il y a la possibilité de recommencer, et puis d'annuler ce qu'on a fait, le pomme Z, quoi. Et ça, c'est un truc qui est incroyable quand vous essayez d'abord faire ça en média traditionnel et que quand vous faites une tâche où vous avez foiré votre dessin, c'est foutu. Là, il y a la possibilité de revenir en arrière. Et donc, je suis retrouvé en stage après ça chez Micros à cause ou grâce à un film qu'on avait fait chez Explorer Film chez qui j'ai été après Excalibur. Et on nous avait demandé de faire des maquettes de voitures. Donc moi, je pensais à ce qu'on pouvait faire sur Ghostbusters, ce genre de choses, avec des maquettes au quart, avec tout bien peint, tout bien dessiné dedans. Et puis le superviseur de l'époque, Rodolphe Chavrier, avait dit non, t'embête pas, tu fais juste une coque en plastique, en résine, tu m'en fais 3, tu peins en noir, tu mets des machins dedans, et puis tu fais tout péter. Et moi, je mélange ça après en numérique. Je suis quoi, numérique, c'est quoi ça, ça. Et puis on fait péter ça avec Philippe Robert sur un plateau. Et ok, donc il y avait des machins noirs qui volaient comme ça, et puis il mélange ça sur le logiciel de trucage de l'époque. Il nous envoie la cassette de résultat. C'était le Chacal, je crois, le film, et c'était incroyable, quoi. La voiture, elle bougeait, il y avait une interaction avec les flammes, les lumières, etc. Je fais waouh, c'est super, je vais arrêter de faire ce que je fais, je vais faire ça. Donc je me suis mis encore plus à bosser sur ordi, j'ai demandé un stage à Micros, et puis je bossais un petit peu sur After Effects. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire du matte painting ici? J'ai dit moi. Et je savais pas faire du tout, je savais même pas ce que c'était. Sauf que moi, depuis que j'avais vu les aventuriers Arches perdues, je voulais faire ça. Sauf que ce que faisait Jean-Marie, c'était inabordable pour moi. C'est-à-dire que avoir le média, peinture, etc., la difficulté de mélanger la peinture, voir la gueule qu'elle a quand elle est sèche, l'imaginer une fois qu'elle est reprojetée, mélangée, etc., c'était quelque chose qui était impossible pour moi. Et je me suis lancé, et puis j'ai fait des photos, j'ai pu réussir à les scanner, à mélanger les trucs, à découvrir petit à petit ce qu'on pouvait faire directement sur le média, parce qu'on pouvait scanner les médias et intervenir dessus, et ça avait tout changé aussi. Et puis, j'en ai fait 1, puis 2, puis 3, puis j'ai continué, quoi. Et ça fait 27 ans que je fais ça, quoi. Alors toi, Noémie, tu as un cursus entre guillemets aujourd'hui, on pourrait considérer plus classique, avec une école à Sup Infocom. Et pourtant, c'est pareil, le matte painting, c'était pas forcément ce que tu imaginais faire au début. Ouais, en fait, pardon. Moi, j'ai toujours été passionnée de cinéma, d'animation. Mes parents m'ont montré énormément de choses quand j'étais petite.
Et quand j'avais 8 ans, j'ai vu un documentaire sur comment Walt Disney et son studio ont fait Blanche-Neige et les 7 nains. Et j'ai eu ce déclic de, il y a vraiment des gens qui sont payés pour faire ça, on peut vraiment en faire un métier. Et donc je me suis dit, ok, moi je veux faire ça. Donc après le bac, j'ai fait une prépa art à Paris, où j'ai appris toutes les fondamentaux artistiques, on va dire. Il n'y avait pas d'ordinateur cette année-là. Et c'était assez art contemporain. Et après, j'ai fait une école de cinéma d'animation 3D. Et en fait, j'étais un peu déroutée parce que ce qu'on voit souvent, ce qui est beaucoup montré dans ces documentaires-là, c'est les poses clés des personnages. Sauf que le personnage, finalement, c'était pas du tout mon truc. Et c'est à l'école qu'en faisant différents projets où on apprend toutes les étapes de la fabrication d'un film, que j'ai découvert qu'en fait, ce qui me plaisait le plus, c'était la direction artistique, la composition de l'image et le matte painting. Et c'est ce que j'ai fait sur notre film de fin d'études avec mes camarades. On s'est réparti le travail et donc moi, j'étais en charge de ça. Et ça m'a énormément plu. Et suite à ça, j'ai intégré un studio à Londres qui s'appelait Painting Practice, qui est en fait un département artistique déporté, et qui travaille sur toute la partie pré-production des films et matte painting. Et là, j'ai été formée par des artistes formidables et très talentueux, et ça m'a vraiment mis sur les rails pour la suite de ma carrière. Et alors, à partir de là, c'est un parcours aussi intéressant parce que tu oscilles entre des projets plus d'animation à un moment, des projets vraiment VFX. Donc, comment tu articules le passage de l'un à l'autre jusqu'à ce que tu arrives chez The Yard depuis quelques années? En fait, j'ai toujours aimé alterner entre VFX et animation, parce que même si c'est le même métier et à peu près les mêmes outils, c'est pas du tout les mêmes. Les difficultés et les défis sont pas aux mêmes endroits. Et donc, en faisant de l'animation, j'étais plus challengée sur le plan artistique et graphique. Et dans le VFX, il y a toujours cette recherche à toujours plus de réalisme et toujours une technologie qui évolue très vite. Et donc, ça me permettait d'être challengée techniquement. Donc, j'ai toujours aimé pouvoir continuer à être challengée et progresser techniquement, artistiquement. Donc, j'ai aimé alterner ces projets. Alors, Chouk, toi, tu as aussi connu finalement les différentes versions de Photoshop, n'est-ce pas? La manière dont on va passer 2D, 2D+, 3D, enfin, vraiment tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et on pourrait prendre, si tu es d'accord, donc un film historique, parce que c'est pareil, au niveau des projets historiques, il y a souvent beaucoup de matte painting. Donc, en l'occurrence, en 2008, Faubourg 36. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, ce projet, et quels étaient les défis par rapport à cette question du film historique? Sinon, tu le vois aussi devant, là. Oui, pardon. Faubourg, c'est vraiment le film que je rêvais d'avoir. Moi, les films historiques, c'est vraiment les trucs que j'aime beaucoup faire. On a eu la chance d'avoir Jean Rabas comme chef déco, et l'avantage de ça, c'est qu'il donne énormément de documents, qu'il a fait tout, il avait fait toute une documentation autour de ce qu'il voulait en ajout de son backlot. Il a construit un backlot extraordinaire qu'ils ont tourné à Prague. Et enfin, l'ambiance sur ce ouais, ça c'est le backlot, ça c'est les dessins du backlot. Et l'ambiance sur cet endroit, c'était vraiment incroyable, quand on avait vraiment l'impression de se retrouver à Montmartre dans les années 20. Et ils avaient mis de la fausse neige à un moment et tout ça. Et les intérieurs de boutiques, ils étaient accessoirisés avec les vendeurs de vélos, ça sentait le caoutchouc et tout ça. Enfin, c'était vraiment incroyable, quoi. Et donc, voilà, et ça, c'est ce qu'il imaginait sur les extensions, parce que il pouvait pas construire aussi loin que ça. Et nous, on a utilisé le même média que lui, c'est-à-dire les maquettes en Cadapac, sauf que ces maquettes en Cadapac, on les avait fait directement à partir de ses plans, et puis on les avait montés en 3D avec quelques faces, histoire qu'il puisse se retrouver avec un média qu'il avait l'habitude de manipuler. Et puis on a étendu tout ce qu'il avait besoin d'avoir pour avoir la sensation d'une ville beaucoup plus grande. Donc je crois qu'un peu plus loin, une fois qu'on a vu tous ces plans, on va voir... ouais, je crois que ça pousse un petit peu plus loin, mais c'est pas très loin là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est la ville en Cadapac, que lui avait posé avec ses assistants. Et puis après, nous, on a fait la même chose en numérique. Je me souviens plus beaucoup de ce making of. Voilà, ça c'est la version numérique.
qui vient compléter son décor. Donc après, il a fallu réfléchir à comment on va pouvoir fabriquer ça. Donc on s'est beaucoup servi de toutes les textures qu'il avait posées sur son backlot, en allant les photographier de jour, de nuit, dans des angles qui nous permettaient de les remodéliser assez simplement. 2008, il faut savoir que les ordinateurs, la CG, les renders, c'était pas encore ça. Donc en fait, la majeure partie des choses s'est fait en volume avec des photos, c'est-à-dire que c'est très très peu de polygones qu'on vient mettre en volume pour recréer des surfaces. Et il y a un peu de CG, vous pouvez en voir un peu en bas à gauche avec de la neige et puis la petite usine qu'il y a ici. Et puis, je pense, les espèces de gazomètres, c'est des espèces de gros trucs circulaires ici. Et la plupart des choses, ouais, c'est des photos montées avec quelques faces et qui donnent un rendu réaliste parce qu'ils ont été prises avec une lumière qui est proche de celle qui a été faite au tournage, quoi. Voilà. Alors, c'est pareil, Noémie, toi aussi, tu as eu à intervenir sur différents projets historiques et en particulier, si tu es d'accord, on va évoquer le premier qui va circuler ici et dont vous pouvez voir quelques extraits dans l'exposition, au cas où vous n'ayez pas compris qu'il y a une exposition à côté, n'est-ce pas? Donc comment ça s'est passé, ce type de projet? Parce que là, tout d'un coup, c'est plus récent, donc on n'a pas tout à fait les mêmes technologies à disposition. Oui, alors sur ce projet, donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Saint-Malo, au moment des bombardements. Nous, notre travail, ça a été de recomposer Saint-Malo, de restituer Saint-Malo après les bombardements. Et en fait, le travail du matte painting, il a été un peu particulier sur ce projet-là parce qu'on est intervenu en post-prod, mais pour faire de la pré-prod, c'est-à-dire qu'on nous a donné les images qui ont été filmées, et dessus, on est venu composer, réfléchir comment détruire Saint-Malo, et après, ça a permis de donner une ligne de conduite à tous les autres départements, notamment l'environnement, le compositing, les FX, pour pouvoir aller plus vite dans la fabrication et mettre tout le monde sur la même ligne directrice. Et comme le disait Laurence tout à l'heure pour Le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est beaucoup plus facile et rapide de faire de la recherche en 2D plutôt qu'en 3D. Donc c'est pour ça qu'on a commencé comme ça. Et on a fait des allers-retours avec les différents départements. Ça nous a permis, nous aussi, d'avoir une base de travail pour aller plus vite en matte painting derrière, parce que ce qu'on a fait en concept, en fait, c'était du pré-mat. Et voilà, on a composé comme ça. Et ça, finalement, on en avait parlé un petit peu, le matte painting, ça devient un élément de quelque chose de beaucoup plus large qu'on va appeler environnement. Donc comment tu positionnes le mat dans cet environnement plus large, 3D, aujourd'hui? En fait, l'environnement, c'est un peu la continuité. On est tous notre métier, notre passion, c'est la fabrication des décors. Et en fait, l'environnement, c'est la suite logique qui est liée à l'évolution de comment on fait les films. Depuis les années 2010, les films bougent beaucoup plus, la caméra est beaucoup moins fixe. Il y a les drones qui se sont démocratisés aussi, qui sont arrivés dans les tournages. Et donc, le matte painting traditionnel 2D, qui avant faisait le décor, l'entièreté du décor, ne suffit plus. Avec les mouvements de caméra, donc on a été obligé d'introduire de la 3D et le matte painting vient s'intégrer en complément de l'environnement. Et aujourd'hui, c'est plus une technique mixte en fait, où on va avoir une base 3D plus ou moins importante et on va venir retoucher derrière avec le matte painting pour ajouter plus de réalisme à l'image. Est-ce que sur Enola Holmes 2, que je suis en train de passer, c'était aussi le même travail de mélange? Alors, Enola Holmes 2, on a été plus sur un travail d'extension un peu plus classique, où on était chargé des arrière-plans. Et on a fait un peu de touch-up aussi, mais c'est un travail plus traditionnel, où on est venu recomposer l'arrière-plan. On a fait un peu de concept aussi, pour définir ce qu'on allait voir derrière les fonds verts, mais c'est un travail plus classique que ATL ou ce qui va venir derrière, j'imagine, sur Halo. Alors, avant de repasser à Halo, on va retourner à Tchouk et puis à Jean-Marie. On va faire pas mal d'allers-retours, puisque finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces dernières années, effectivement, tu l'as dit, il y a plus de mouvements, il y a des choses qui changent un petit peu, et puis le fait d'avoir ici des plateformes ou des projets d'envergure, ça implique aussi une forme de collaboration. Et du coup, Tchouk, j'aimerais bien qu'on évoque le travail autour de Walking Dead,
vous pouvez aussi apercevoir dans l'exposition, et après j'arrête de vous en parler. Mais quand même. Donc là aussi, est-ce que tu pourrais revenir sur la manière dont vous avez travaillé? Parce qu'il y a plusieurs studios qui interviennent sur la série, puisqu'il y a forcément un gros travail, on va dire, en termes de quantité de plans. Donc comment aborder ce type de travail? Surtout que là, on a quand même des monuments assez iconiques et qu'il va falloir rentrer dans un univers science-fiction, dystopique plutôt que science-fiction d'ailleurs. Walking Dead, c'est un peu compliqué parce que la grosse difficulté, c'est que la vitesse de fabrication, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'on a dû tout livrer dans l'espace de 3 mois. Et donc, on a imaginé comment travailler avec, cette fois-ci, pas l'environnement qui fait tout, mais la CG qui fait un bout et puis nous qui faisons un autre bout. Des fois en même temps sur le même plan, donc il a fallu splitter les shots, etc. Donc c'est plus un exercice de vitesse, de qualité-vitesse, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse arriver à un niveau qui correspond à celui qu'ils attendent sur une série comme Walking Dead, quoi. Et ça implique aussi beaucoup de références par rapport aux monuments. Ouais, enfin la référence, on l'avait par rapport aux 10 premiers épisodes. On savait à peu près ce qu'ils attendaient en termes de dirt sur le sol et tout ça. Et après, on a proposé des choses sur les salissures, sur les murs, le niveau de plantes qui poussaient ou pas. Et puis on a échangé avec eux pour essayer de caler un peu le côté un peu dégueulasse des environnements, quoi. Et vous avez une équipe de combien pour faire ce type de travail à peu près? Ça, c'est pas beaucoup. Là, on était, je sais pas, 2-3 en environ, et puis vous êtes à peu près 2-3 en CG, plus le compo, quoi. Alors c'est finalement plus que toi, Jean-Marie, quand tu es intervenu sur Alien, puisque tu étais tout seul. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, parce que là, c'est quand même un gros projet international, avec beaucoup d'enjeux, et puis finalement, tu te retrouves à faire tous les maths tout seul de ce film. Mais c'est parce que, après La Cité des Enfants Perdus, ce film qui n'a pas du tout marché en France, puisque Claudie Ossard a un peu mis la clé sous le paillasson. Il y a une Sigourney Weaver qui vient, qui devait faire la Alien 4, et qui dit « Je veux ces gens pour faire mon Alien », parce que ça lui appartient en plus, la bestiole, entre autres, avec la Fox. Et les Américains ne posent pas de questions, ils prennent. Et donc je suis parti avec Jean-Pierre et tout, et donc, comme j'ai travaillé toujours tout seul, moi, il n'y a jamais eu d'équipe avec moi, j'ai jamais été... et j'allais sur le tournage avec le réalisateur, je lui parlais, avec le chef-op, moi, j'ai pas arrêté d'être avec Darius Khondji pour le chef-op, à lui parler, je lui dis, attends, comment tu veux éclairer? Moi, il faut que je fasse ce mat-là, comment tu l'éclaires? Voilà, surtout celui-là, ça a été oula, tu vas nous l'expliquer après celui-là, parce que c'est quand même sympathique. Et donc, je suis parti avec là-bas à Hollywood. Alors, le Frenchie qui va à Hollywood, je ne vous raconte pas, il emmène pas l'argent. Et donc, j'ai dit, on y va. C'est comme ça que ça s'est déclenché. Mais j'étais tout seul. Les Américains disaient, mais elle est où son équipe? Ah non, vous allez voir. Non, il est tout seul. Il n'aime pas les gens. C'était vraiment la panique chez eux. Et d'ailleurs, en plus, comme je suis plutôt un solitaire, et moi, je prenais ce que j'avais à prendre sur les tournages, et je repartais dans le midi de la France pour aller bosser tranquillement. Je n'avais pas envie d'avoir 36 personnes autour de moi qui me... Voilà. Donc tu as eu besoin à peu près de 9 mois, c'est ça, pour faire tous les maths du film? Ouais, c'est à peu près 9 mois. Et puis j'arrêtais pas de faire des allers-retours comme ça. Et celui-là en particulier, explique-nous, apparemment ça avait l'air un peu compliqué au niveau de la lumière. Celui-là, je ne sais pas si on voit l'image. Ouais, tu dois voir. Là, voilà. Alors ça, c'est ce que j'ai tourné. On voit là-haut la passerelle à Winona Ryder qui passe. C'est ce qu'on me donne, voilà. Et Jean-Pierre, il me dit, tu fais le maths, quoi, tu vois. Bon. Et là, je dis, mais attends, je vais voir Darius. Il dit, voilà ce que j'ai à faire. Alors, j'avais un croquis de Nigel Phelps, qui était le chef, directeur artistique, profession qui n'existe pas en France, et chef d'écho du film.
Il m'avait donné un petit croquis d'à peu près ce que je voulais. À peu près. Et puis c'était tout le temps ces espèces de grands couloirs. Dans Alien, il n'y a que des couloirs comme ça. Et les gens, ils cavalent dedans. Et je vais voir Darius et je lui dis, si tu as ça en vrai, là, tu éclaires comment? Tu fais quoi pour l'éclairage? Et il me dit, c'est simple. Tu mets le point chaud au fond et tu rases les murs. Ah, bon. Mais si la caméra se retourne, comment on fait? Tu t'en fous. Il ne faut pas déranger le spectateur. Tu mets le point chaud au fond et tu rases les murs. Et c'est ce que j'ai fait. Et si vous regardez bien ces films, tout est éclairé comme ça. Alors il avait un procédé qui s'appelait ENR, je crois, particulier, c'est-à-dire qu'il flashait à la prise de vue le négatif. Il avait une petite boîte devant la matchbox avec un petit néon de couleur. Je pense qu'il a toujours ça d'ailleurs, il continue à faire ça, et une plaque de verre assez épaisse. Et ce qui fait que quand il voulait une coloration particulière dans les ombres, puisque quand on flash, c'est les ombres, c'est les basses lumières qui vont trinquer, les hautes lumières ne seront pas touchées. Donc il a le négatif, quand il est développé, si on le développe normalement, c'est une lavasse. C'est impossible à tirer, il n'y a pas du tout. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il gardait, il y a un stade dans le développement d'un négatif qui s'appelle le blanchiment, où on va enlever l'image argentique. Parce qu'on peut compte que les pellicules couleurs, c'est un peu de la noir et blanc, avec des couches chromogènes. Et donc, dans la plupart des films, cette image noir et blanc, elle est enlevée par le blanchiment. Mais lui, de fait qu'il gardait, il redonnait la force et cette texture très particulière qu'on va retrouver dans Matrix, et qui avait déjà été fait dans une journée particulière avec Sophia Loren et Mastroianni. Et ça donne ce côté comme une carte postale un peu colorée. Voilà, c'était ça. Et après, il a fait école. Maintenant, tout le monde, beaucoup de gens, beaucoup de chefs font ça maintenant. Voilà, mais ça, c'était vraiment mais j'ai mis un temps fou à le sortir, celui-là. Il n'est pas sorti tout seul. Voilà. C'était un peu la galère. Tu te rappelles combien de versions tu devais faire ou... C'est pas ça, il fallait que ça soit réaliste, j'arrivais pas au niveau de la lumière ou ça, donc là j'ai commencé à faire vraiment de la 3D un peu plus entre guillemets plus sophistiqué. Moi je fais la 3D pardon, je fais comme 3D comme Bobby Lapointe, hein, à peu près, par rapport à des gens comme, je sais pas, Rodolphe qu'on parlait tout à l'heure, chez MacGuff ou chez Buff Company, là c'est des bras les plus... D'ailleurs chez MacGuff, il s'arrachait les cheveux quand je le rapportais. C'était pas un truc... Et donc il fallait que je rende... C'était le rendu qui m'apportait. Donc j'avais toujours un travail entre la 3D que je sortais brute, et puis après j'avais un énorme travail en Photoshop, notamment toutes les lumières, tout ça que j'en mettais un peu à part pour pouvoir les faire plus ou moins fortes. Et ensuite, dans le compositing, c'est là qu'on a mis tout, parce que dans le film, quand on voit, il y a des espèces de vapeurs, de fumées qui sont... Ça, c'est pour noyer un peu le poisson, quoi. Et ça, c'est aussi toi qui t'occupais de toute cette partie Ouais. Et pas un FX directeur quelconque. Mais oui, j'arrivais avec mon petit appareil photo, et puis ça m'avait toujours... Je peux raconter une anecdote? Vas-y. Un jour, je me pointe. Déjà, il y avait 3 masters qui ne voulaient pas me laisser rentrer parce que je n'avais pas les bonnes cartes à Hollywood. Il faut dire là-bas, et je me pointe et je vois Jean-Pierre qui commence à diriger Sigourney Weaver. Et là, je me pointe avec ma valise d'appareil photo et mon pied. Et là, elle s'arrête. Mais elle est brutale. Hein, c'est elle la patronne. Hein, c'est pas le... Et... Elle me montre comme ça, elle me dit, c'est qui, lui? Et là, et je ne bouge pas. Je dis, bonjour, madame. Enchanté. Et l'assistant de Jean-Pierre lui dit, c'est celui qui va faire les maths, qui va faire les autres, qui va compléter les décors. Et voyant que je ne bougeais pas, elle dit, OK, il n'y a pas de problème. Voilà. Et après, à la pause, je vais voir l'assistant, et je dis, mais
qu'est-ce qu'elle a eu? Pourquoi elle a eu cette panique? Elle m'a dit, si jamais tu avais sorti l'appareil photo et que tu allais la photographier, elle pouvait arrêter le tournage. Il y avait une seule personne qui était habilitée et qui était la chef de plateau, la photographe de plateau. L'Américain, il ne rigole pas. Hein. C'est vraiment des... Alors, dans la partie « les Américains ne rigolent pas », ça peut nous faire alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais néanmoins, sur la partie, le dernier bout de Noémie, ce que je voudrais t'entendre, c'est-à-dire, effectivement, hier, on a déjà eu des éléments assez intéressants sur Halo et la manière de concevoir entièrement, avec beaucoup d'itérations, là, quand même. Donc, comment ça s'est passé? Ça arrive. Le travail sur Halo saison 2, qui normalement est là, et qui, pour une raison mystérieuse, ne fonctionne plus. OK. Alors, interruption technique. Peut-être assagi, non? C'est peut-être plus doux maintenant, non? Ah ben alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, bah, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Oui, je vais introduire le projet pour ceux qui n'ont pas écouté Harry hier ou qui n'ont pas encore vu la série. Donc, Halo, nous, on a travaillé sur la saison 2 de cette série qui est inspirée du jeu vidéo. Et ce qui était super intéressant pour nous en matte painting, c'est que, de par le fait que c'est de la science-fiction et que les personnages sont amenés à beaucoup changer de lieu de planète dans la série, on a eu à faire des décors très, très différents, avec des problématiques artistiques intéressantes du fait que c'était Alien. Et donc, il fallait définir qu'est-ce qui fait que ce décor n'est pas sur Terre, qu'est-ce qui lui donne son côté alien, et en même temps, qu'est-ce qui fait qu'on y croit et que c'est réaliste. Ça a été le cas de la planète Onyx, où on a fait beaucoup d'allers-retours avec le client parce qu'ils n'avaient pas une idée très précise de ce qu'ils voulaient, mais il fallait que ça fasse alien, et on avait ces contraintes techniques. Il y avait toute une partie de la séquence qui était tournée dans une forêt où il n'y avait pas de feuilles aux arbres, où on était dans la neige. Donc comment on reliait les décors que nous on allait faire avec l'avant-plan, qui était très concret et très terrien. Donc tout ça, c'était très intéressant. Il y a une autre séquence où on voit le halo. Le halo, c'est une sorte de planète qui a été créée à l'intérieur d'un anneau et qui est perdu dans l'espace. Et là, on avait des problématiques techniques parce que le client insistait sur le fait qu'on devait sentir la courbe, le fait que c'est une planète à l'intérieur d'un anneau, mais comment on fait pour défier les lois de la perspective et que ce soit crédible quand même. Pareil, on a eu pas mal d'échanges avec le client. Donc on a eu comme ça plusieurs éléments intéressants. On a eu une ville futuriste mais à la fois très ancienne. Alors voilà, ça c'est le fameux Halo. Alors il faut juste que ça... Voilà, super. Donc on a eu plusieurs phases de concept. C'était un travail très mixte et finalement très intéressant parce que sur ce projet, on a eu toutes les tâches qui puissent être demandées à un matte painter aujourd'hui. Donc de l'extension de décor, du cyclo de 360, du touch-up, de l'environnement sur lequel on va repeindre derrière. Donc voilà, ça c'est la planète Onyx où on est parti d'une base faite en enviro et sur laquelle on est revenu repeindre derrière. On a fait beaucoup de texturing aussi, donc il y a eu une bonne base 3D et qu'on est venu habiller pour ajouter cette patine réaliste. La ville des Forerunners, qui est donc une ville à la fois futuriste et très ancienne, où il y a eu là, ça a été un vrai travail conjoint entre les départements de design 3D. On a fait des allers-retours avec le compositing, avec l'environnement 3D. On a rajouté beaucoup de petits détails. Et cette séquence donc sur le halo qui a été tournée à la fin de l'hiver, et donc comme la végétation est très luxuriante, nous avons dû repeindre tous les décors pour ajouter ce côté luxuriant. Et il y a entre autres toute une séquence où on est sur une scène de combat dans un décor à 360, où là on a fait un travail de cyclo à 360 qui a servi à toutes les scènes de la séquence. Il y avait une vraie notion d'économie, parce qu'on avait énormément de plans, il y avait un gros volume sur ce projet. Donc comment on pouvait faire pour être à la fois crédible, efficace, et que ça marche sur tous les plans.
Et est-ce que ce type de travail, où tu disais on doit retoucher, maintenant ça ne veut plus s'arrêter, on doit rajouter la végétation, on doit retoucher, c'est quelque chose que tu vois, j'imagine, assez couramment. Même chose, on en parlait de Chouk, le fait qu'on doit réparer aussi parfois certains accidents au tournage. Comment vous voyez ce genre de... Alors, ce n'est pas tout à fait un accident dans ce cas-là, mais les modifications, les petites retouches, le travail vraiment totalement invisible. On sait qu'on fait bien notre travail quand les gens ne le voient pas. J'ai souvenir d'une fois sur un projet où ça se passait en 1900 et il y avait beaucoup d'anachronismes. Ça avait été tourné dans Paris, mais il y avait beaucoup d'anachronismes à effacer. Et donc je fais mon travail, je vais le montrer à mon superviseur qui me dit tu t'es pas foulé, qu'est-ce que tu as fait sur ce plan? Je fais j'ai effacé ça. Il fait pardon, j'avais pas vu. Et donc il y a ce côté à la fois frustrant de se dire ça se voit pas, mais en même temps cool, si ça se voit pas, ça veut dire que j'ai pas trop mal fait mon travail. Et est-ce que cette invisibilisation, c'est pas parfois un frein un peu justement à la reconnaissance de votre travail, parce que les matte painters sont... C'est une grande école d'humilité. Le matte painting. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette école de l'humilité? Simplement, je suis crédité avant les locations de caméras, à la fin. Donc les gens, ils sont déjà... Est-ce que vous avez l'impression qu'avec justement les... Et là, quand je vois tout ça, j'ai l'impression d'appartenir à la préhistoire, quand même. Moi, j'ai arrêté en 2002, donc là, ça a fait des bonds, c'est monstrueux, quoi. C'est un truc... Finalement, la logique est la même. C'est toujours de l'extension de décor, c'est toujours... c'est plus pareil. Là, c'est des équipes entières. Non, il n'y a pas de... Non. Moi, j'étais là avec Malim et mon machin. Non. On n'est plus dans le même monde, là. Non, c'est plus... Chouk, tu as l'impression aussi effectivement qu'en 27 ans de carrière, comme tu le dis, tu as vraiment complètement changé ce travail, ou alors il y a quand même encore cette idée de tromper l'œil du spectateur, étendre le décor de manière totalement imperceptible. Non, en fait, il y a pas mal de choses qui ont changé, parce que c'était... moi, quand j'ai commencé, c'était un petit peu comme Jean-Marie, c'est-à-dire on venait voir le matte painter. Qui était tout seul dans son atelier avec son ordinateur, et puis produisait une image de background pour compléter ce que le déco n'avait pas pu faire. Donc voilà, et petit à petit, ça s'est complexifié. Il y avait une volonté aussi d'être merveilleux sur les plans qu'on fabriquait, ce qui était gênant, parce que nos plans sortaient souvent de l'ordinaire de ce qui avait été tourné. Donc moi, au bout d'un moment, je me souviens, c'était sur un film de Benex, où je montrais mes plans, j'étais hyper content de moi, j'avais fait un truc hyper joli, etc. Et chez Fop, il me regarde mon truc, il fait « c'est super beau, mais moi j'éclaire pas comme ça, en fait ». Et j'étais hyper vexé, parce que je dis « ah merde, putain, c'est nul, je vais pas faire un truc comme ça ». Et en fait, il avait carrément raison, et en fait, ça a changé ma vision des choses. Et à partir de là, je me suis mis à demander à tous les plans larges qui ont été tournés sur le film, à regarder toutes les tonalités que le chef-op mettait, voir les tonalités du film, est-ce qu'il y avait des éclairages qui revenaient, est-ce qu'il y avait des choses comme ça. Et ça devenait mon cahier des charges et puis ma palette, en fait. Et puis petit à petit, la volonté de s'intégrer de plus en plus au film, c'est de plus en plus d'être invisible. Et oui, c'est frustrant, mais c'est aussi rigolo, parce que les gens ils disent « ouais, t'as travaillé là-dessus, mais t'as fait quoi ?» Ça et ça. « Ah bon, t'as fait tout ça, mais comment c'est possible ?» Et quand quelqu'un vous dit « j'ai pas vu ton travail, en fait », c'est un compliment, en fait. Alors sur certains films, peut-être que, par exemple sur The Walking Dead, c'est un peu plus embêtant qu'on vienne te dire qu'on n'a pas vu ton travail. Ouais, enfin là, ça se voit quand même. Ils ne se rendent pas compte, les gens. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte, ils sont dans l'action. Donc il n'y a pas de raison qu'ils se posent la question sur le décor. Mais ma remarque n'était pas péjorative. Simplement que en 20 ans, parce que ça fait 20 ans, l'évolution du numérique est telle que maintenant, alors je ne sais pas si tu voulais en parler, mais maintenant ce qui va arriver, là, c'est l'IA. Et là, ça va faire très très mal. Parce que moi, je m'amuse un peu avec. Oula. Bon, lançons le sujet, puisque c'est quand même, comment vous voyez ce point d'IA sur vos postes respectifs, comment ça se travaille ou pas encore?
Moi, je pense que l'IA, c'est avant tout un outil, et évidemment, on pense en premier à tout ce qui est génération d'images en automatique, mais c'est pas ça qui est intéressant finalement, parce en fait, comme le dit Jean-Marie, le métier il a beaucoup évolué, la technologie a énormément changé les choses, et donc aussi le matte painter qui a dû passer de plus en plus de temps à faire des tâches techniques qui peuvent être répétitives, et l'IA pourrait nous permettre de nous affranchir de ça aussi. Aujourd'hui, on projette les matte paintings, et souvent, moi je le vois avec mon équipe, ce qui se pose souci finalement, c'est pas la qualité des images qui peignent, c'est derrière toute la technique pour que ça s'intègre au mouvement de caméra, que ça fonctionne bien. Et on pourrait envisager à court ou moyen terme que des outils d'IA pourraient nous aider sur cette partie-là, pour nous permettre de retrouver plus de temps pour faire de l'artistique. Et il y a aussi un point, c'est que l'IA, pour moi, a remis en lumière l'importance du travail de direction artistique et du fait qu'il faut penser ces images. On n'est pas là juste pour faire des belles images, mais pour faire des images qui fonctionnent, qui répondent à une problématique très concrète de la production. Et pour ça, et aussi, on apporte des choses personnelles dans nos idées qui font que ce qu'on fait, c'est différent d'une autre personne. Et l'IA, elle commence à avoir une sorte de jus. On commence à reconnaître quand ça vient de l'IA parce qu'elle s'inspire de choses, elle sait ce qui fonctionne, parce que c'est basé sur des critères. Et c'est pour ça que c'est important de le voir comme un outil et pas comme une fin en soi. Est-ce que tu... Non, mais elle a complètement raison. Moi, j'irais plus loin que ça. C'est qu'avec l'IA, il faut avoir le cerveau qui va avec. C'est-à-dire que l'IA, l'intérêt de la génération d'une image, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en faire, tout est connecté, en fait. Les lumières sont globalement cohérentes, les choses sont connectées les unes avec les autres, et donc du coup il y a une sensation hyper sexy tout de suite à l'œil, sauf qu'en grattant un peu par rapport à une bonne image, et une image encore une fois qui est raccord avec ce que les gens tournent, c'est pas pareil. Alors après effectivement c'est une révolution comme l'ordinateur est arrivé après l'analogique, quoi. Donc il va falloir s'en emparer et puis l'utiliser à bon escient. Il n'est pas impossible que ça remplace la totalité de la production un jour, mais je ne pense pas que c'est demain. Et puis, il faudra toujours des gens qui utilisent ce genre de choses, quoi. Ça n'a que 2 ans. Hein. Ça n'a que 2 ans. 2 ans et demi, je vais te l'accorder. Mais... Moi, je ne veux pas être le pessimiste. Hein. Je pense que c'est l'évolution normale. Comme là, tout ce que je vois, c'est normal, forcément. Que c'est devenu à ce point aussi... magique. Pour moi, c'est complètement magique, le truc, là. Et je me demande, en extrapolant, qu'est-ce que ça va donner à la fin. Parce que c'est un nouvel outil, c'est un outil qui est quand même hyper puissant, quand même. Donc, on verra bien. Alors, on a évoqué le fait qu'il y avait les mouvements de caméra qui imposaient une autre manière de travailler. Est-ce que vous avez aussi la sensation que la question du détail, d'avoir de plus en plus de petits détails partout, des petits éléments, tout à l'heure, on l'a vu dans ce que vous montrez, Laurence, tout d'un coup, les branches qui se cassent à la fin. Est-ce que tous ces éléments, c'est des choses que vous voyez aussi augmenter, ou finalement, déjà, quand tu travaillais même à la peinture, la question des petits détails, c'était déjà quelque chose d'essentiel? Moi, quand je faisais les maths... Pardon. Quand j'élaborais un mat, il fallait, d'abord, on ne pouvait pas rester travelling, machin, on rentre dans l'image, c'était impossible. Les premiers mouvements qu'on a faits, c'est sur Peut-être, et c'était les premiers parce que les maisons étaient refaites en 3D, et on pouvait récupérer les tracks, c'était les premiers trackers. Là, on est en 98 ans, je crois à peu près. Donc maintenant, quand je vois ce qui arrive maintenant, mais pour moi c'est surréaliste, et pourtant je me rends compte comment c'est fait. Mais c'est magique pour moi. Voilà, il y a une... Et je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est parti. On était sur la question des détails. Les détails. Non, les détails. Non. Les détails, quand je faisais, par exemple, si vous regardez La Cité des Enfants Perdus, on s'occupe de les plans ne restaient pas très très longtemps, bien qu'en numérique, ils restaient beaucoup plus longtemps qu'en analogique, hein, quand on faisait de la peinture. Mais par exemple, il y avait... c'est celui-là, tiens, que je cherchais tout à l'heure. Mais il fallait donner... Donc, quand je m'intéressais énormément là où il y avait l'action, et là, il fallait être très très pointu, parce que c'est là que les gens vont regarder. Par contre, en haut à gauche, s'il manque un rivet... on s'en fout, ça. Non,
Et ce qui s'est passé aussi en peinture. Regardez des maths d'Albert Whitlock, que j'ai eu la chance de rencontrer. On l'appelait l'impressionniste, hein, parce qu'il peignait avec un balai de chiottes. Mais quand vous voyez les images, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus grands. Hein. Avec Pangras, je ne veux pas l'oublier, lui. Mais il y avait... On centrait le détail au niveau de l'action, parce que c'est là que les gens regardent. Et par contre, en haut à gauche, on fout. Alors que maintenant, c'est partout. C'est partout, c'est hyper détaillé, c'est hyper réaliste. C'est comme ça que vous le vivez Moi, j'ai une approche un peu différente. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué au cours des 50 dernières années en matte painting, mais finalement, le souci du détail, c'est une des choses qui, pour moi, sont restées constantes quand on regarde... alors, je vais sûrement écorcher son nom, mais Irving Earl, qui a fait les décors sur La Belle au bois dormant de Disney, c'est des couches et des couches et des couches de petits détails. Quand on regarde tous les décors des Miyazaki, c'est pareil. Et quand on regarde même plus loin les peintres naturalistes de la fin du 19e, début 20e, c'est pareil, il y a tout ce souci du détail que moi j'aime beaucoup cette époque en peinture. Et finalement, on est toujours dans cette même logique de souci du détail, de souci du réalisme dans le détail. C'est pour ça qu'en matte painting, on vient retoucher la 3D, c'est pour ajouter cette couche de petits détails qui va faire la différence en termes de crédibilité. Et c'est une des constantes du matte painting. Et je dirais que c'est même une des compétences qu'il faut pour faire du matte painting. Il faut aimer faire du petit détail, parce que ça fait partie intégrante de notre métier. C'est ce qui est nécessaire pour crédibiliser. C'est Oui. aussi comme ça que tu le vois, Chouk, dans ton quotidien. Alors, oui et non, parce que, en fait, la grosse différence que j'ai en passant du gars tout seul dans son garage à quelqu'un qui regarde d'autres personnes en train de travailler, c'est d'abord avoir une cohérence d'image globale qui fonctionne. C'est-à-dire qu'en gros, tu le vois en tout petit et tu te dis, ça marche. Si tu veux, ça sert à rien de blinder de détails, de refaire de la CG du machin, si déjà si ton composite il est off. Donc la première des choses, c'est en gros, est-ce que tu crois à ce que tu mélanges? Et une fois que tu crois à ce que tu mélanges, bah, tu as des gens qui viennent te voir en disant, tu vois là, quand tu zoomes à 800%, bah, la feuille qui est là, eh ben, elle devrait être verte. Donc tu zoomes à 800% et tu fais une feuille verte. Et le détail sert à finir les choses, mais à partir du moment où tu entends l'image dans sa globalité, en fait tu l'achètes. C'est-à-dire que le film, si ça passait entre deux plans de film, si la gamme de couleurs, si la direction de lumière est cohérente et que quand tu passes d'un plan pas truqué, un plan truqué à un plan truqué et que ça marche, bah, tu as fait 80% du boulot. Après, le reste, c'est de la modif, d'amélioration de trucs qui pourraient être trop truqués par rapport à ce que les gens auraient tourné au plan d'avant et au plan d'après, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une survolonté, parce que c'est possible de le faire, de modifier chaque pixel du truc jusqu'à des fois l'absurde, quoi. Il le dit mieux que moi. Hein. Alors, il nous reste 3 minutes pour prendre des questions dans la salle. S'il y a des... Bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence, c'était super intéressant. Et merci pour votre travail, parce que, il est, comme vous l'avez dit souvent, un peu mis... pas visible, et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Ma question, c'était sur aujourd'hui avec les projections, la projection mapping par exemple de matte painting sur de la 3D. Où se situe la transition entre le matte painter et le graphiste 3D? Est-ce que dans vos équipes vous avez des matte painters qui font de la 3D? À quel moment est-ce que vous passez ça à un autre département plus spécialisé 3D pour pouvoir retoucher après en matte painting? Voilà. Où est la limite? Est-ce qu'il y a une limite très définie d'une boîte à l'autre? Est-ce qu'il y a des changements d'une boîte à l'autre? Voilà. Merci. Il y a une heure de plus pour répondre à cette question, parce que c'est vraiment le cœur du problème. On en discute souvent. L'environnement tel qu'on l'envisage tous les deux, déjà, c'est une globalité, c'est-à-dire que c'est la conception depuis
le concept design, on fait plus du visual développement que de la fabrication particulière. C'est de la 3D, c'est de la projection. En fait, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que le graphiste, il sache faire sa 3D, qu'il s'arrête à un moment qu'il estime être juste, c'est-à-dire suffisant. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire que quand tu es artiste 3D, tu te dis « Ah ouais, mais j'aimerais bien faire le petit machin », mais en fait, le petit machin, tu fais 3 coups de pinceau et c'est terminé. Et après, c'est de se dire « Est-ce que mon plan, il a besoin d'être en 3D ? Est-ce qu'il a besoin, sur 1500 frames, d'avoir du calcul 3D dans sa globalité ? Ou est-ce que si je fais une project stand globale avec 4 trucs low poly, je peux arriver au même résultat et me prendre la tête sur du paint-out » enfin du painting plutôt, là-dessus. Donc ouais, moi mon champ de bataille, c'est de prendre la totalité de la fabrication jusqu'au précomp, quoi. Disons que la suite logique, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est avant tout des fabricants de décors, peu importe la technique, et la suite logique de l'évolution du métier, c'est des artistes qui font à la fois de la 2D et de la 3D. Parce que être embauché juste à faire des petites touches par endroit, ça n'a plus trop de sens en tant que métier tout seul. Aujourd'hui, on a des artistes qui font de la 3D et qui savent à quel moment ils doivent s'arrêter, à quel moment c'est plus intelligent et efficace de s'arrêter et de continuer derrière en 2D pour arriver au meilleur résultat. Donc la limite devient tellement floue que ça en devient un seul métier avec plusieurs casquettes. Bonjour, ici. Merci pour cette conversation, cette table ronde. J'avais une petite question. Vous avez ouvert plusieurs réflexions durant cette conférence sur l'IA générative et la destruction de nos emplois, mais aussi le fait que vos métiers pouvaient à un certain moment être invisibilisés, ce qui est le cœur aussi de votre métier, c'est de ne pas voir que c'est du matte painting. Je voudrais avoir votre petite opinion sur tout le mouvement qu'il y a eu à Los Angeles récemment, ce qu'on a eu aussi avec One of Us hier, la discussion sur nos CG dans nos films et des directeurs qui disent qu'ils n'ont jamais utilisé de VFX ou de produits numériques dans leurs films. Merci. Wow. Ça, c'est pareil, s'il faudrait 1 heure de plus pour en discuter, c'est très compliqué. Moi, je trouve ça dommage, en fait, d'être mis à l'écart d'une fabrication où, en vrai, ils savent tous qu'ils ont besoin de nous. Que ce soit de la retouche de beauté, que ce soit de l'amélioration de décor, que ce soit même du nettoyage de chiottes, comme j'appelle, quand ils tournent les choses pas forcément bien. Ils ont besoin de nous. Donc nous, notre effort, c'est d'essayer de discuter avec eux, notamment les superviseurs, pour dire, bah voilà, nous on existe, on peut vous aider à faire des films. Emilia, c'est vraiment un cas comme ça, c'est-à-dire que nous, on est intervenu pour faire du dessin de pré-prod, pour leur dire, bah voilà, comme le montrait Cédric tout à l'heure, ils sont partis d'un fond noir avec une cabine téléphonique et ils ont vu que c'était pas une destination possible pour leur truc et ils ont dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc nous, on leur a proposé déjà, et voilà, à quoi pourrait ressembler votre Mexique ? Et petit à petit, on leur a proposé des décors, on leur a proposé, comme il l'a dit, des trucs un peu barrés aussi, où il y avait un truc un peu plus théâtral, avec des tombées de rideaux, des choses comme ça. Et là, si tu veux, tu as l'impression de faire partie intégrante d'une équipe. Et puis après, oui, tu as des gens qui disent, bah non, on n'a jamais fait de CG parce que c'est sale, mais j'avoue, je ne comprends pas non plus l'intérêt de ça, parce qu'on les aide malgré tout à faire des films, quoi. Question ici. Comme disait Jean-Marie tout à l'heure, là, l'IA, c'est un enfant qui a 2 ans et demi à peu près. Hein, oui. Voilà. Comment vous envisagez, c'est une question simple, hein, comment vous envisagez votre métier avec cet enfant qui aura bientôt 10 ans, par exemple ? À moi ? Bah, tout le monde. Moi, je suis un peu hors course là maintenant. Moi, je fais de la bande dessinée avec mon fils maintenant. Alors. J'ai fait 25 ans de films, 20 ans de pub, pur et dur. Et puis maintenant, j'ai une galerie, je fais des images, j'expose des copains. Hein. Donc, mais je m'amuse avec l'IA. Ça commence mais quand je vois avec le peu de moyens que j'ai, si j'extrapole, alors peut-être que moi, je suis un peu comme le peintre qui
qui au 19e siècle voit arriver la photo. Il dit, oh, c'est quoi ça? C'est fini les portraits, tout ça, c'est terminé. Ben non, il faut... Alors, il ne faut pas que je joue les vieux machins, hein. Même si je ressemble un peu. Je me dis qu'en fin de compte, c'est pas que je m'inquiète, il n'y a encore pas vraiment. J'ai deux petits-fils que je vénère. J'ai dit, qu'est-ce qui va arriver, eux, quand ils vont arriver sur le... Voilà. Donc j'extrapole à ce niveau-là. Je n'extrapole dans 2 ans, j'extrapole dans 20 ans. Est-ce qu'ils dessinent vos petits-fils? Pardon? Est-ce qu'ils dessinent? Est-ce qu'ils peignent? Non. Le grand-père, il dessine, le père, il dessine, le petit-fils, il dessine comme un dieu. Et il a 6 ans. Non, ça va être une... ouais, ça va être... voilà. Mais je pense... Mais lui, il va naître avec ça. Donc, ça va être un quotidien. Il va être... Et je pense que c'est nous qu'il ne faut pas qu'on soit paniqués par ça. Voilà. Par contre, il faut être conscient de ce que de ce qui arrive, quoi. C'est tout. C'est ma seule... c'est pas du tout voilà. Il faut en être conscient. Voilà. C'est tout. Surtout pour les plus jeunes. Surtout les gens qui travaillent là. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'apprendre à dessiner, c'est pas pour ça qu'il faut... Ah non, surtout pas. Non, là. Qu'il faut pas apprendre tout ce qui est la culture autour de l'image. C'est un outil, pour l'instant on se renifle, on se regarde. Ouais, est-ce que... oui, enfin, on fait beaucoup de recherches icono en environnement, donc... voilà, qu'on passe par Google Maps ou par un générateur d'images pour se dire, ben tiens, à quoi pourrait ressembler ça? Ça nous sert de référence supplémentaire. Maintenant, la problématique, c'est l'itération dans la modif, quoi, pour l'instant sur l'IA générative. Et tant que ça, ce ne sera pas fait, c'est compliqué. On reçoit beaucoup de gens qui fondent des boîtes sur, oui, on fait de la recherche graphique sur IA. Sauf que concrètement, ça sert pas réellement à la production du film. Ça sert à monter des projets, je pense, parce que c'est joli, c'est sympa. Maintenant, quand tu veux connecter ça à un tournage, ça reste compliqué. C'est-à-dire que, bah oui, tu peux t'en servir comme bande d'éléments en disant, bah tiens, ça c'est intéressant, j'ai ici un arbre, j'ai ici, je sais pas, un château, j'ai ici un truc. En revanche, bah, pour connecter ça à une caméra, bah, t'as une focale, t'as une perspective, etc. Donc, bah, tu le reprends, tu peux te le servir comme texture, etc. Et puis refoutre après en paint de la fumée, etc. Pour l'instant, ça reste difficilement modifiable. Il y a des gens qui viennent avec des devis. En disant, nous on a généré ça en IA, on trouve ça super, sauf que maintenant on voudrait l'avoir en propre. Et bah ouais, tu le veux en propre, bah, il te faut des FX, bah, il te refaut de la déco, il te refaut de l'environnement, il te faut tout ça, du compositing, et puis ça te coûte cher, quoi. Donc soit tu acceptes ton truc qui est ce qu'il est parce que tu n'avais que cet argent à mettre là-dedans, soit si tu veux faire améliorer ton truc, il faut que tu puisses rentrer dans un système de fabrication un peu plus classique, quoi. Alors sur ce, je pense qu'on va devoir arrêter, mais on continuera quand même cette discussion autour d'un autre matte painter qui lui aussi a commencé au début des années 80, donc Michael Pangrazio, que nous aurons l'honneur de recevoir à 19h30 ici même, donc à tout à l'heure.